et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on aborde un sujet intime et encore trop peu connu, l'aversion à l'allaitement. Ce moment où donner le sein devient difficile, non pas à cause de douleurs physiques, mais à cause d'un ressenti profond de rejet, de dégoût, parfois même d'agressivité envers son propre enfant. C'est une expérience déroutante, souvent culpabilisante, surtout quand on souhaite poursuivre son allaitement. Ariel, notre invitée, a vécu cette aversion alors qu'elle était enceinte et continuait d'allaiter sa fille aînée. Elle a accepté de venir nous raconter son histoire sans tabou pour mettre des mots sur ce qu'elle a ressenti et donner du réconfort à toutes les mamans qui peuvent traverser la même chose. On va vous parler aussi de tri-allaitement car Ariel a allaité en même temps ses 3 enfants d'âges différents. Oui, Ariel est une vraie queen. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'est l'aversion à l'allaitement, de son lien avec la grossesse et le co-allaitement, la maternité, des émotions qui en découlent et surtout de comment on peut apprendre à vivre avec sans culpabilité. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée avec Ariel. Bonjour Ariel, un grand merci d'être à notre micro aujourd'hui. Bonjour à vous deux et bonjour à toutes et merci à vous de me recevoir. Alors, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton parcours, de ton métier et de tes histoires d'allaitement, même si nous allons y revenir tout au long de l'épisode, bien sûr. Alors, je suis Ariel, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants, j'ai ma grande Clémence qui a 5 ans et demi, tout juste, mon Léon du milieu qui a bientôt 3 ans et demi et mon petit dernier Gaston qui a 17 mois. Je les ai évidemment tous les 3 allaités, c'est toujours en cours d'ailleurs, j'en parlerai peut-être plus en détail tout à l'heure. Je vis dans le sud de la France avec mon mari, 3 enfants et je suis infirmière et je me suis spécialisée dans l'allaitement depuis un peu moins de 5 ans maintenant, depuis 4 ans. Je suis consultante en lactation titulaire du LAM, le diplôme universitaire en allaitement. Comme Hélène. Et certification IPCLC. Donc j'ai mon cabinet de périnatalité à côté d'Avignon dans le sud de la France et je suis aussi monitrice de portage, je propose aussi des divers ateliers tout autour de ça. Ok, sur la parentalité, quoi, c'est super chouette. Alors Ariel, on t'a fait venir aujourd'hui pour parler d'un sujet en particulier qui est l'aversion à l'allaitement. Donc on a expliqué en introduction que c'était un sentiment particulier qu'on pouvait ressentir lorsqu'on allaitait. On va dérouler un peu le fil avec toi pour comprendre comment ça t'est arrivé et dans quel contexte ça arrive. Puis on va essayer d'expliquer un peu alors le mécanisme, on l'a pas, mais on va dire les statistiques autour de ça. Alors déjà, on va essayer d'expliquer, de comprendre en fait c'est quoi l'aversion à l'allaitement. Donc comme je l'ai dit, la physiopathologie n'est pas connue, n'est pas expliquée. On en a déjà parlé, on avait parlé du réflexe d'éjection dysphorique très rapidement dans un épisode. On y reviendra également. C'est différent. Le réflexe d'éjection dysphorique, c'est un sentiment de tristesse au moment du réflexe d'éjection, mais qui passe. Toi, tu as vécu une aversion. Donc l'aversion, c'est souvent un sentiment de dégoût, même d'agressivité. Souvent, on retrouve... Alors, pour le coup, il y a pas beaucoup de littérature médicale, mais il y a des petites études qui ont été menées en ligne d'interrogation aux mamans qui décrivent alors souvent des frissons, des douleurs dans les orteils. Elles recroquevillent les mains, les doigts, et vraiment ce dégoût de la tétée et la culpabilité qui peut en découler. Est-ce que toi, tu peux nous raconter comment, quand tu l'as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors donc effectivement, moi j'ai connu une grosse aversion pour ma fille aînée. J'en connais toujours encore un petit peu. Il faut savoir du coup que ça fait 5 ans et demi que j'allaite. J'ai commencé l'allaitement avec ma fille qui a 5 ans et demi, que j'ai allaité jusqu'à 5 ans.
Je voulais un sevrage naturel, sans induire de fin. Finalement, c'est moi qui ai mis fin à l'âge de 5 ans. Bon, beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est déjà énorme, et j'en suis consciente, mais c'était pas mon choix d'arrêter au départ. J'ai arrêté à cause de l'aversion, justement. Je suis tombée enceinte de son petit frère, donc mon deuxième, Léon, quand elle avait 18 mois. Un peu moins de 18 mois, et j'avais déjà moi en tête de faire un allaitement long et enfin en tout cas un allaitement non écourté. J'ai commencé en début de grossesse à sentir des sensations désagréables lorsqu'elle se mettait au sein. Au départ, c'était pas vraiment du dégoût, mais c'était alors de la nausée, mais bon, j'avais déjà beaucoup de nausées pendant ma grossesse, donc sur le moment, je me suis pas dit que c'était l'aversion. J'ai plutôt mis ça sur la grossesse, et de plus en plus, j'avais du mal à supporter ces tétées, mais c'était plus au niveau sensation physique. Voilà, je supportais pas sa succion. Je trouvais qu'elles étaient mal, alors que bon, elles étaient bien, hein, mais voilà, je supportais pas cette succion. Ça a commencé en début de grossesse de mon fils, donc premier trimestre. Et au fil de ce premier trimestre-là, de plus en plus, j'ai ressenti une aversion de plus en plus importante. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est de l'aversion, c'est pas juste des nausées et le fait qu'elle tète mal, parce que c'est ça aussi. Je me disais, elle commence petit à petit à avoir une succion de bambine, puisqu'elle s'approchait des 18 mois. On pouvait commencer à y être. Et finalement, de plus en plus, je me rendais compte que j'essayais d'espacer les tétées, je raccourcissais les tétées aussi, et j'avais de plus en plus un sentiment de rejet envers ma fille. Voilà, je l'enlevais du sein, je lui disais d'arrêter, que c'était pas agréable pour moi. Et je me rappelle même, il y a eu plein de fois où j'avais un coussin à côté de moi, j'enfonçais mon poing dans le coussin tellement si c'était pas le coussin, c'était ma fille, et je me disais en fait c'est pas possible. Tu vas être violente envers elle, arrête la tétée. Et donc je me retrouvais à devoir arrêter la tétée. Et du coup, toute ma grossesse, j'étais toujours dans mon idée d'avoir un sevrage naturel, et je voulais pas induire ce sevrage-là. Et voilà, je voulais aussi partager cet allaitement avec mon bébé qui allait arriver. Donc j'ai continué. Puis aussi, ce qu'il faut savoir dans l'aversion, c'est que sur le moment, effectivement, tu as les sensations très désagréables. Tu l'oublies en fait. Tu n'es pas dans cette idée d'avoir envie de sevrer ton enfant. Donc tu continues, puis voilà, les mois ont passé, et mon fils est né. Et là, le co-allaitement avec, j'ai du coup commencé à allaiter mes 2 enfants en même temps, en faisant des co-tétés, du coup, d'un côté. Et là, j'ai ressenti vraiment le rejet pour ma fille sur ces co-tétés-là. Et très vite, je me suis dit que les tétés en simultané, c'était pas possible. Donc j'ai bien expliqué à ma fille. Elle était très pour elle était petite, elle avait 2 ans quand mon fils est né. Mais du coup, on faisait des tétés chaque tour, et j'avais vraiment bien réussi les tétés avec ma fille. C'était vraiment des tétés plus contextuels. Donc j'étais plus sur un allaitement à la demande, mais on était passé sur un allaitement à l'amiable pour que ce soit plus viable et plus supportable pour moi. Et voilà, toujours dans mon idée de continuer à l'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Donc ça a duré jusqu'à ce que je tombe enceinte du 3e enfant. J'allaitais toujours mes 2. Donc Clémence avait 3 ans et Léon il avait 1 an quand je suis tombée enceinte de Gaston, mon 3e. J'ai continué à sentir l'aversion encore pendant toute la grossesse, mais sur cette grossesse-là, pas plus intensément que quand j'allaitais mes 2 enfants en co-allaitement avant d'être enceinte. Et puis là, mon 3e enfant est né, je l'ai allaité aussi, j'allaitais toujours les 2 grands, entre guillemets, donc on est passé sur un tri-allaitement. Waouh. Voilà, soyez pas choqués. Ah, on n'est pas choqués, on est admiratifs, bien sûr. Donc j'ai allaité mes 3 enfants, j'avais évidemment peur de ressentir l'aversion pour Léon, mon fils, qui n'avait pas tout à fait 2 ans au moment de la naissance de Gaston. Finalement, j'ai pas eu d'aversion pour lui. Mon aversion a continué pour ma fille, et je trouve qu'à ce moment-là, à la naissance de mon fils, de mon 3e, du coup, mon aversion était encore plus importante. Mais il y a eu des fois où vraiment, je l'enlevais violemment de mon
Enfin, j'ai eu des réactions assez violentes et là, je me disais, c'est pas possible. J'ai eu beaucoup de discussions avec ma fille où je disais que c'était difficile d'en allaiter 3. Maintenant, elle était grande et qu'elle pouvait laisser un peu plus de place pour les tétés de ses frères. Et passer à 2 tétés par jour, le matin et le soir. Ça a duré plusieurs mois, ça m'allait comme ça, elles étaient vraiment courtes, les tétées. Je me rappelle que quand je l'allaitais dans la chambre, elle a un espèce de radio au réveil, de petite lumière, et je regardais l'heure, et là, il est 20h01, tu arrêtes, et je regardais, je trouvais ça atrocement long, 2 minutes, c'était très long, et ça m'est même arrivé d'écourter. Et puis petit à petit, les tétées du soir, je les ai vraiment plus supportées, c'était plus supportable. Et je me suis aperçue en fait que quand mes seins étaient bien drainés, donc bien souples et bien mous, l'aversion était d'autant plus importante. Par rapport à la physiologie de la lactation, pour les mamans allaitantes qui nous écoutent, les seins sont en général plus remplis le matin, parce que les hormones de la lactation, elles sont plus importantes la nuit, donc on produit davantage la nuit et au petit matin. Et donc le matin, je me réveillais bien remplie. Du coup, elle me faisait des tétées quand même bien nutritives, et celle-là, je les supportais plus. Alors que le soir, cette espèce de tétouille où elle avalait pas beaucoup de lait, c'était vraiment désagréable. Donc on a passé les 3 derniers mois avant son sevrage en une seule tétée par jour, c'était le matin. Et on avait convenu toutes les deux que le jour de son anniversaire, à ses 5 ans, on arrêtait la tétée du matin. Enfin, l'allaitement tout court, c'était terminé. Et donc, on est allé comme ça jusqu'à 5 ans. Elle est du coup maintenant sevrée depuis 6 mois. Et quand j'ai sevré ma fille, la version a commencé à arriver sur mon deuxième coup. Ah, d'accord. Ouais. Et je pense qu'il a pris la place de cette aversion. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez expliqué en intro, mais souvent on dit, dans le peu d'études qu'il y a au niveau de l'aversion, on dit que c'est aussi un instinct un peu animal et mammifère, et que la mère protectrice protège son nouveau-né. Et je pense que mon corps n'avait pas assimilé que dans ce tri-allaitement, mon deuxième Léon était aussi un aîné, et que prenait entre guillemets la place du bébé. Et quand j'ai sevré ma fille, du coup, c'est un peu lui qui a pris cette place du grand qui tête. Et du coup, maintenant, la version, elle est pour lui. Et il n'a pas tout à fait 3 ans et demi. Je suis dans cette ambivalence d'avoir également d'induire le sevrage pour lui, mais à la fois, je le trouve encore trop petit pour induire un sevrage. Enfin, en tout cas, selon mon idée de l'allaitement à moi, quoi. C'est fou. J'ai plein de questions. Ouais, moi aussi. Attends, vas-y, je pose la mienne. Est-ce que tu savais ce que c'était l'aversion avant de la vivre ? Alors, je savais parce que quand j'ai connu l'aversion, c'est au début de ma grossesse de mon deuxième, quand ma fille avait 18 mois, et j'avais déjà commencé à me former à l'allaitement. Et au-delà d'être formée, j'étais déjà très bien informée. Donc effectivement, je savais que ça pouvait exister. Mais d'ailleurs, je trouvais ça fou parce que moi, pendant les 18 premiers mois d'allaitement avec ma fille, c'était vraiment que du bonheur, et c'était vraiment des tétées hyper douces. Et vraiment, c'était que du bonheur pour moi. Et je me demandais comment c'était possible de recevoir du rejet, alors que moi, au contraire, pour moi, c'était vraiment un geste d'amour, et je le vivais vraiment comme ça. Et je me disais que ça devait être terrible à vivre. Et voilà, jusqu'au jour où je l'ai. Donc oui, je connaissais. Et c'est pour ça que je n'ai pas non plus été trop surprise quand c'est arrivé, même si au tout départ, comme je disais tout à l'heure, je pensais plus que c'était les nausées de grossesse plutôt que l'aversion qui s'est finalement bien installée, quoi. Ouais, alors finalement, moi j'avais des questions au fur et à mesure, puis tu y as répondu un peu tout au long, parce que c'est quand même fou que à chaque fois ce soit dirigé uniquement contre l'aîné. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand tu as accouché de ton deuxième, si tu mettais l'aîné au sein mais pas en co-allaitement, t'avais quand même ce sentiment. Alors que si tu mettais le deuxième toujours pas en co-allaitement, t'avais pas le truc. C'est dingue que le corps réagisse comme ça, c'est incroyable. Ouais, alors par contre, oui, alors si je sentais quand même l'aversion quand je mettais mon aîné au sein, mais toute seule, sans son petit, pas en co-tété, j'avais quand même l'aversion, mais elle était un peu plus supportable. Voilà, c'était pas agréable, et voilà, je me pinçais les lèvres, hein, franchement, clairement, et ça
fois de me mettre le poing dans la bouche. Mais ça allait. Alors que si c'était une co-tétée, vraiment, je pouvais avoir des gestes violents envers ma fille, mais c'était même pas des gestes que je maîtrisais en fait. Mais j'aurais pu être violente, oui. Et je l'ai été d'ailleurs parfois à vouloir vraiment l'enlever fort. Et c'est incroyable aussi dans tout ce que tu décris, parce qu'en fait, quand tu déroules l'histoire, on se dit, bon, bah, peut-être que finalement, c'était juste ta fille, et quand t'as arrêté, ça se serait arrêté. Et en fait, non, ça s'est transféré sur le deuxième. Donc moi, je trouve ça dingue ce que tu décris. Et en effet, peut-être cette explication à la nature on protège le plus petit. Et en fait, on n'en a pas vraiment parlé, mais les aversions, ça arrive donc le plus souvent en cas de grossesse quand on allaite et de co-allaitement. Il y a aussi des femmes qui décrivent un petit peu pendant leurs règles. Donc là, il y aurait peut-être une explication hormonale, mais je mets vraiment ça un peu à part parce que c'est très, 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 très peu documenté. Mais là, vraiment, du coup, l'explication tient complètement la route. C'est qu'en fait, on se serait dit, bah, quand t'as arrêté d'allaiter l'aîné, ça aurait dû s'arrêter. En fait, non, numéro 2, hop, ça y est, le corps a compris qu'en fait, il y avait encore un de trop qui tète. Je mets vraiment des guillemets parce que j'entends bien que c'est pas le projet. Hein. Mais voilà, je trouve ça complètement dingue comme mécanisme. Après, comme quoi le psychique et l'organique est hyper lié. Ouais, c'est connecté. Et c'est fou que ton sein sache, ton sein comprenne que c'est pas le même bébé qui tète. Enfin, Oui, c'est fou et voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de documentation parce que il y a plein de choses qui finalement restent inexpliquées. Et je pense que c'est ça aussi qui est déroutant pour une maman qui peut subir l'aversion, c'est que moi j'ai eu la chance d'avoir été informée et formée, et donc je savais, j'ai pas été prise de court, mais une mère qui a jamais entendu parler de ça se retrouve tout d'un coup à avoir du rejet et du dégoût pour son propre enfant. Il faut avoir des explications sur pourquoi on ressent ça. Parce que c'est hyper dur et j'imagine c'est très culpabilisant également. Enfin, tu l'as ressenti comment, toi, quand tu as identifié le problème vis-à-vis de ta fille? Ah oui, j'ai beaucoup culpabilisé sur les moments de tétée. Je me disais, mais où est passé cet amour que j'ai avec ma fille? Je me disais, mais si je suis autant violente, j'apprécie plus les tétées avec elle, j'apprécie plus du temps passé avec elle, je l'aime plus, c'est pas possible. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, une fois que la tétée arrive, tous ces sentiments négatifs, ils partent. Alors, tu te rappelles de ce que tu as ressenti, mais tu te dis, mais comment j'ai pu ressentir ça, en fait? Et puis du coup, à chaque fois, tu te dis, allez, la prochaine, tu sais comment ça va se passer, tu vas mettre des petits tips en place pour aller mieux, tu sais ce qui te permet d'avoir une aversion un peu moins forte, et allez, ça ira mieux à la prochaine. Et puis en fait, non, ça va pas mieux à la prochaine. Et ce qui est fou, c'est que, tu vois, donc je suis tombée enceinte de Léon quand elle avait 18 mois, et donc j'ai allaité ma fille en co-allaitement en gros de ses 18 mois. Et en fait, pendant toutes ces années, je me suis dit, allez, les prochaines tétées, elles se passeront mieux. Et en fait, non. T'as quand même tenu vachement longtemps. Hein. C'est fou. Ouais. Et puis j'étais moi aussi vraiment déterre sur mon allaitement non écourté. Donc j'ai essayé de tenir au maximum de ce que je pouvais. Et puis après, voilà, moi je disais toujours à mon entourage quand ils ne comprenaient pas que après c'est une question de balance. Les tétés, il y a des tétés que je supporte pas, mais c'est en bas. À côté de ça, j'aime les tétés. Les moments de tétée avec ma fille, enfin avec mes enfants, j'aime l'allaitement, donc il est en haut. Et jusqu'au jour où petit à petit la balance elle bascule, c'est là faut arrêter. Donc c'est arrivé à ces 5 ans, quoi. Bon, c'est en vrai bravo d'avoir tenu jusqu'à ces 5 ans, c'est déjà énorme avec cette aversion, oui. Et au niveau, t'en as vite fait parler, mais donc ton entourage ou même les soignants qui pouvaient peut-être t'entourer, est-ce que tu as eu des remarques désagréables, d'incompréhension ou au contraire de soutien? Alors professionnel, non, j'en parlais pas parce que moi-même étant du milieu, je savais très bien que l'allaitement était assez et qu'on pouvait pas en parler à tout le monde, et que voilà, j'avais pas forcément des professionnels trop formés, à part ma sage-femme et mon médecin traitant, mais je leur parlais pas trop de cette aversion parce qu'il y a quand même un petit sentiment de honte et de culpabilité, et en plus dans ma tête je me disais, elles vont pas pouvoir m'apporter des solutions finalement, moi de les trouver, quoi. Donc voilà, peut-être une erreur de ma part de pas en avoir parlé. Et après, au niveau de mon entourage, oui, souvent au départ je disais que je supportais pas les tétés, que c'était difficile. Je
je me suis pas trop sentie soutenue. Bon, les réponses qu'on me disait, c'était pourquoi tu n'arrêtes pas, elle est grande maintenant. Alors, on me disait pas trop ça quand elle avait moi, mais voilà, quand elle s'approchait des 2 ans et demi, 3 ans, on me disait là, c'est bon, maintenant, tu peux arrêter. Pourquoi tu t'es... Donc, très vite, en fait, j'en parlais plus, quoi. Et ton entourage proche, ton mari, ta famille, qu'est-ce qu'ils disaient? Alors, par contre, entourage proche, oui, mon mari, mes parents, frères et sœurs, non, eux, ils me soutenaient, ils ont jamais fait de remarques désobligeantes. Et voilà, ils me disaient, tu t'écoutes, tant que c'est OK pour toi. Et je leur rappelais toujours cette histoire de balance. Et ils me disaient, tant que la balance, elle est dans le positif, oui, tu fais bien de continuer si c'est ce que tu veux et tu arrêteras le jour où tu voudras. Non, pour ça, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance, j'ai un mari quand même qui est très, très soutenant dans mes choix, en tout cas. Et donc tu parlais des stratégies que tu essayais de mettre en place pour limiter tes symptômes d'aversion. Qu'est-ce que tu as fait? Donc tu as dit que tu avais espacé les tétées, que tu limitais la durée en timant un peu la tétée et tu trouvais des moments plus supportables, donc c'est-à-dire le matin. Est-ce qu'il y avait d'autres conseils? Est-ce que tu as vu par exemple une psychologue, un hypnothérapeute, enfin je ne sais pas, pris des médicaments, enfin dis-nous. Oui, alors donc non, j'ai pas fait de rien de tout ça au niveau de la médecine douce. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai mis moi-même mes petites stratégies en place parce qu'au fur et à mesure, j'ai repéré ce qui me convenait. Donc voilà, comme tu l'as dit. Cassandre, j'ai espacé les tétés, j'ai raccourci les tétés, j'ai arrêté les tétés en duo, enfin donc les co-tétés, je faisais l'un après l'autre, du coup ça se passait mieux. Je me suis aperçue effectivement que les tétés, la succion sur un sein assoupli était plus désagréable, donc je faisais en sorte de privilégier les tétés du matin quand j'avais les seins un peu plus remplis. Et je me suis aussi aperçue que quand j'avais soif, alors moi déjà il faut savoir que je suis assoiffée depuis que je bois beaucoup. Et du coup ce que je faisais c'est que je me buvais un grand verre d'eau avant la tétée. Je m'étais installée, toujours d'ailleurs, un peu des points stratégiques un peu partout dans ma maison, la chambre des enfants, le salon, voilà, avec une petite bouteille d'eau. Et en fait, je buvais au moment de la tétée et ça me permettait de limiter un peu ce sentiment d'aversion. Et sinon, ce qui peut fonctionner aussi, c'est distraire un peu en fait mon cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il peut pas à la fois se concentrer sur le ressenti et en même temps se concentrer sur une distraction autre. Du coup, je mettais de la musique ou j'écoutais un podcast ou je lisais un livre. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait ça pour les mamans en co-allaitement, si ça peut aider. Pendant que j'allaitais mon fils, alors soit j'allaitais mon petit bébé, je lisais une histoire à mon grand pendant ce temps, et juste après c'était à lui de téter et continuer l'histoire avec lui. Et en fait, le fait de lire l'histoire, j'essayais vraiment de me concentrer sur l'histoire et ça me permettait de passer la tétée un peu plus sereinement. Voilà. Et sinon, après, chose toute bête, j'avais mon téléphone et je scrollais sur les réseaux et oui, des choses comme ça. Ça marche un peu tout le temps. Voilà. Et juste ta fille, comment elle réagissait à tout ça? Parce que moi, j'ai eu des accros au sein et donc différer une tétée, ça a été compliqué. En plus, ça a été quand même petite quand ça a commencé. Comment elle a géré ça? Ah oui, ça a été compliqué. Hein. On a eu pas mal de crises. En plus, j'étais vraiment sur un allaitement à la demande et elle était un peu cataloguée comme grosse téteuse, ma fille. Donc, énormément. Ça a été très pour elle d'espacer les tétés. Puis en plus, il y avait cette histoire aussi de... moi, je voulais pas lui inculquer frère va prendre ta place, en fait. Et donc, moi-même, j'ai été un peu dans cette difficulté-là. Donc, je lui ai expliqué à plusieurs reprises que
j'ai toujours fait en sorte de ne pas dire que c'était le fait d'allaiter son petit frère qui me faisait ressentir ça, mais je lui expliquais que au plus les enfants grandissent, au plus la succion elle est forte et que petit à petit, le corps de maman il envoie un message pour dire que c'est peut-être bientôt la fin de la tétée et que on va y aller en douceur. Et qu'on va essayer de supprimer les tétés au fur et à mesure, mais que voilà, je serai quand même toujours là pour elle et que c'est pas parce que à ce moment-là, il n'y a plus de tétés qu'on ne peut pas faire un câlin autrement. Donc, on a quand même essuyé beaucoup de colère et de crise par ma fille. Mon mari a été très, très aidant. Il a quand même pas mal temporisé et il a fait en sorte d'être là aussi pour elle, quoi. Et elle, quand elle a su parler, plus comprendre, qu'est-ce qu'elle te disait ? Est-ce qu'elle se rendait compte que c'était entre guillemets à cause d'elle que tu avais ces réactions-là ou qu'est-ce qu'elle te disait ? Alors non, elle me disait pas trop ça. Elle était très 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 mignonne avec son petit frère et justement elle me disait que parce que moi aussi je lui expliquais que elle quand elle avait l'âge de Léon, de son petit frère, elle était tout le temps accrochée au sein et je lui ai dit, toi tu sais, tu as eu de la chance, tu as eu les seins de maman pour toi pendant 4 ans et tu as eu beaucoup de chance et Léon il connaîtra jamais ça et Gaston peut-être pas non plus, je sais pas. Et donc elle s'est beaucoup accrochée à ça et quand elle le voyait téter, des fois elle me disait maman, moi alors avant qu'elle sache bien parler, elle me disait moi téter toute seule, moi que pour moi. Et donc, je pense aussi que ça lui a fait du bien de savoir ça. Et quand elle voyait son petit frère téter aussi, elle me disait, quand elle parlait mieux et qu'elle était un peu plus grande, elle me disait, moi, mon petit frère, il est petit, alors il a besoin d'avoir beaucoup de lait de maman et de téter beaucoup pour bien grandir. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter tout ça ? Enfin, qu'est-ce qui te faisait avancer ? Donc, tu l'as dit, c'était le fait d'avoir des allaitements non écourtés, des allaitements longs. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Enfin, tu te blindais, tu te faisais un mindset pour être sûr d'y arriver. Enfin, c'est quand même pas facile d'allaiter. C'est censé être un moment agréable. Toi, tu te mordais les lèvres, tu mettais ton poing dans un coussin. Enfin, tu devais appréhender à chaque fois chaque tétée, je pense. Et c'était quoi ton mental, ton état d'esprit à ce moment-là ? Ce qui me fait vraiment tenir, et encore aujourd'hui avec mon fils, c'est que je me dis que c'est vraiment ce que j'apporte de mieux à mes enfants. Et en fait, je tiens pour eux en me disant que eux, ils ont rien demandé finalement et que moi, je peux être capable de faire en sorte de supporter cette aversion et de la diminuer pour que ce soit plus supportable et plus viable. Et moi, je dis souvent à mon entourage que la maternité, c'est quelque chose de pas simple. On est toutes un peu d'accord à ce sujet. Moi, je dis toujours que l'allaitement, c'est vraiment c'est le domaine dans lequel je me sens le plus alignée et dans lequel je fais pas d'erreur en fait auprès de mes enfants, le domaine dans lequel je culpabilise pas et je sais que ce que je fais c'est bien, quoi que je fasse dans l'allaitement finalement. C'est vraiment un domaine dans lequel je me sens sûre de moi et alignée et sans regret. Et en fait, je me dis que c'est ce que j'apporte de mieux à mes enfants et c'est vraiment ce qui me fait tenir. Et je disais souvent d'ailleurs à mon mari avant de sevrer ma fille que ça a été un gros pour moi parce que je disais, moi, je sais pas ce que c'est. Voilà, quand j'ai sevré ma fille, elle avait 5 ans, ça faisait 5 ans que j'allaitais et je disais, je sais pas ce que c'est d'être mère sans allaiter en fait. Et j'ai bon rapport avec elle et que j'ai toujours ce beau lien avec ma fille. Mais ça me faisait peur de me dire quel lien j'aurais avec ma fille sans l'allaiter. Parce que vraiment, l'allaitement, c'était vraiment ce qui faisait sens dans ma maternité et c'est vraiment ce qui me rapproche au plus près de mes enfants et voilà, vraiment dans le domaine dans lequel je me sens autant alignée et je sais que je me trompe pas quoi dans mes allaitements. Et je pense que vraiment, c'est ça qui m'aide à tenir et finalement, voilà, ma fille est sevrée. J'ai toujours un très beau lien avec elle et je l'aime toujours très, 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 très fort, même sans allaitement. Mais voilà, je découvre ma vie de maman sans l'allaiter, elle. Merci. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que moi, à une période, mon fils ne voulait plus téter et j'avais vraiment une phase de « mais en fait, je sais pas m'occuper de lui en dehors de ça ».
Et bon, alors aujourd'hui, je n'allaite plus et il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais en fait, l'allaitement a vraiment lancé et défini ma maternité dans ce que je voulais être pour mes enfants, et je pense que c'est encore une grosse place aujourd'hui, même s'ils ne t'aident plus ni l'un ni l'autre. Et donc, merci pour ces mots. Merci aussi, c'est beau tout ce que tu as dit. Je pense que c'est très important dans tout ce que tu as expliqué, de savoir s'écouter, de savoir peser. Tu as parlé de balance, peser le pour et le contre, et connaître ses limites et vraiment s'écouter sans culpabiliser, parce que là, tu parles beaucoup de faire les choses pour tes enfants, mais on entend aussi que tu as su toi-même être consciente de tes limites à toi, puisque tu as finalement choisi de sevrer ta fille, même si t'étais pas forcément à ce moment-là ton projet de départ, et voilà. Donc voilà, tu n'es pas non plus perdu dans cette aversion, et c'est bien toi d'avoir su écouter tes envies, tes besoins à toi aussi. Parce que quand on entend un discours là-dessus, je pense que des personnes qui n'ont pas connaissance de l'allaitement ou quoi que ce soit vont dire non mais c'est horrible de se perdre comme ça dans sa maternité, de s'infliger ça alors que ce serait tellement facile. Mais en fait non, il y a vraiment tout un sous-discours où en fait toi il y a vraiment cette balance, et tu n'as pas oublié d'écouter tes limites dans cette histoire, et que en fait on parle de bénéfice-risque en médecine, mais le bénéfice était supérieur au risque en fait dans tout ce que tu as vécu. Merci pour ça. Ouais. Encore une fois, on a plein de femmes à nos micros qui sont la résilience incarnée, et qui par amour pour leurs enfants, parce que c'est ça, c'est oui, on donne le meilleur pour nos bébés, mais c'est parce que on les aime, et c'est l'amour qui nous fait avancer malgré les grosses difficultés, parce que là tout de même ça doit pas être facile pour toi à chaque tétée, et tu le fais, t'avances pour eux. Enfin moi je trouve ça hyper beau, je suis hyper admirative envers toi. En tout cas, ouais, merci de ce témoignage. En tout cas, là, on n'a pas fini. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux mamans qui vivent la même chose, ton conseil, ce que tu voudrais leur transmettre à ces mamans-là? Alors là, ce que j'aimerais leur dire à ces mamans, c'est qu'elles sont pas seules. Ne culpabilisez pas de ressentir ce que vous sentez. C'est physiologique, et en fait, vous n'y êtes pour rien. Et ça n'a strictement rien à voir avec l'amour que vous avez pour votre propre enfant. Vous aimez votre enfant, c'est juste votre corps qui vous envoie un signal et qui vous demande en fait d'être bienveillante envers lui. Donc, prenez soin de et prenez soin de votre corps. Voilà, moi je disais tout à l'heure, ce qui m'a permis de supporter un peu plus l'aversion, c'est de faire des tétées pas trop longues, c'est de boire aussi, parce que peut-être mon corps il avait besoin de boire, mon corps il avait aussi peut-être besoin d'écourter les tétées pour que je reprenne un peu plus de temps pour moi et pour mon corps. Voilà, donc c'est pas vous, écoutez-vous, faites confiance, et surtout n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Voilà, comme tu disais, c'était toi Hélène qui disait tout à l'heure, les gens ils peuvent vous dire mais pourquoi tu t'infliges ça. À partir du moment où vous écoutez, voilà, il y a vraiment cette histoire de balance. Ok, ça peut être difficile, mais tant que la balance du bénéfice elle est au-dessus du négatif, et que c'est ok pour vous, vous pouvez y aller. Et à partir du moment où vous sentez que la balance elle commence à changer de camp, peut-être que c'est le moment de faire quelque chose, et peut-être de penser au sevrage si c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà vraiment l'idée, et je dirais d'ailleurs globalement dans l'allaitement tout court, mais du coup qui est très très appliqué à la version, c'est vraiment écoutez-vous, et ne culpabilisez pas et ne vous en voulez pas. Vous êtes vraiment des warriors, et faites au mieux pour votre enfant, et même finalement, même si vous en arrivez au sevrage comme moi, même vous resterez quand même la meilleure des mamans. Bien sûr. Vous être. On peut du coup répéter notre slogan, un des slogans qui est, je l'aime bien celui-là, c'est que allaiter c'est un choix personnel, mais que le soutien c'est collectif, et que quoi que la maman décide, et ben en fait on doit la soutenir, on doit aller dans son sens, on doit être bienveillant envers elle, et faire tout pour que son projet aboutisse et perdure. Je suis d'accord. J'ai un truc dont on n'a pas du tout parlé, parce que là, j'imagine une maman qui aurait un projet d'allaiter enceinte ou de coallaitement qui prend peur face à cet épisode. Ce n'est pas systématique. Bah non, parce que Cassandre est enceinte. Voilà. Mais en fait, quand j'y pense, avec Simone, ça le fait pas du tout. Mais mon aîné, il a voulu retéter il y a pas longtemps, voir le goût que ça avait. Il croyait que c'était le goût de chocolat. Et là, j'ai eu des petites sensations au niveau du téton, et parce que je me disais que sa succion, elle était peut-être plus de grand.
Mais peut-être que c'était voilà. Mais c'est pas systématique. Mais en tout cas, c'est pas systématique parce que moi, clairement, je ne savais pas ce que c'était la version avant de faire le podcast d'épisode. Et Hélène, c'est la première question qu'elle m'a posée quand je lui ai annoncé ma grossesse. Et non, elle a demandé aussi si elle est elle la marraine. C'est faux. mais du coup, parce qu'elle m'avait déjà dit que je serais la marraine. mais du coup, j'ai dit bah non, mais enfin. C'est quoi Et heureuse. Et après, elle m'explique, je fais ah non, mais heureusement. Mais du coup, moi, je m'imagine à ta place, mais j'aurais jamais duré 5 ans, ça c'est sûr. Donc clairement, je te tire mon chapeau encore et encore. Oui, non, c'est clair que vous pouvez le souligner. C'est pas parce que on est quelques-unes à le vivre que c'est systématique. Et effectivement, il y a quand même plein de mères allaitantes qui tombent enceintes et qui ne connaîtront pas la version. Et après, il y a aussi plein d'autres cas. On peut aussi ne pas connaître la version en étant enceinte et commencer à ressentir la version une fois que bébé naît. Et puis aussi quelque chose qu'on a, la version peut arriver à tout moment dans l'allaitement finalement. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de figé, quoi. Oui, ça peut arriver, comme ça peut partir aussi comme ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, je reviens sur ça, c'est parce qu'on n'a pas donné de statistiques, parce qu'en fait, il y a tellement peu d'études, et je pense que c'est un sujet hyper tabou pour les mamans qui allaitent, on ne sait pas, ça concerne combien de mamans, en fait, la version. Et un peu le problème, c'est que justement, bon, après, comme beaucoup de choses dans l'allaitement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas étudiées, malheureusement, mais la version en fait partie, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'étudier puisque, comme tu dis, on n'en parle pas assez, mais c'est difficile d'en parler quand toi-même tu es mal avec ça et que tu culpabilises. Et tout à l'heure, quand vous me demandiez quel était mon conseil, donc oui, c'est écoutez-vous et aussi entourez-vous. Et si vous arrivez à en parler, parlez-en, mais parlez-en avec des pros sûrs de l'allaitement, avec qui vous êtes en confiance et avec qui vous sentez que vous allez pouvoir être écouté et entendu. Parce que je pense qu'aussi, au plus on en parle, au plus on va faire les choses et au plus peut-être un jour on aura de la documentation là-dessus et ça aidera aussi beaucoup de mamans parce que après c'est un cercle vicieux. On n'en parle pas parce qu'on a honte, mais aussi on a honte parce qu'on se sent seul et qu'on n'en parle pas assez. Donc je pense qu'après finalement au plus on va en parler, au plus petit à petit les choses elles vont se délier et on va pouvoir peut-être, je l'espère, un jour avoir de la documentation là-dessus. Mais voilà, avec des personnes vraiment, vraiment sûres et en qui vous avez confiance, quoi. C'est clair. Et ben, merci beaucoup Ariel pour tout ça, pour ce témoignage. Merci d'oser en parler. Enfin, on vient de le dire, il faut en parler, mais c'est, je pense, vraiment pas facile. Donc merci de briser le tabou, sachant que tu le ressens encore en plus. Donc c'est d'autant plus un témoignage fort. Voilà, on te retrouve où? Est-ce qu'on peut faire des visios avec toi? Par exemple, une maman qui vit une aversion, elle peut faire un visio avec ton cabinet ou pas du tout? Ah oui, complètement. Donc je reçois les mamans à mon cabinet dans le sud de la France, mais je propose aussi la visio pour les mamans qui sont pas dans le secteur. Et justement, ce genre de sujet, c'est vraiment des sujets qu'on peut traiter très facilement en visio. On n'a pas besoin de faire du présentiel. N'hésitez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Instagram, sur laquelle je partage aussi. Donc voilà, c'est mon compte professionnel, mais comme l'allaitement fait aussi partie de ma vie privée, d'ailleurs elle a commencé dans ma vie privée avant d'être dans ma vie professionnelle, et du coup je partage beaucoup aussi de mes allaitements à moi. Et voilà, n'hésitez pas à venir me parler aussi en message privé si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui connaît le sujet. Et oui, effectivement, je peux aussi proposer des visios si besoin. Ok, on mettra le lien de ta page dans la description de l'épisode. Et merci beaucoup à vous, Double Podcast, parce que vous mettez en lumière déjà, vous mettez en lumière l'allaitement, et donc moi, ça, je suis toujours trop contente de ça, parce qu'en plus, on parle de l'allaitement, en plus, on va le promouvoir, et ça, c'est trop chouette. Et puis, merci de mettre en lumière des sujets comme ça qui sont vraiment intimes, voire tabous. Pour beaucoup, ne serait-ce que déjà l'allaitement non écourté et la version enceinte, je sais que pour beaucoup, ça paraît lunaire, mais oui. Donc, merci, un grand merci, et je suis vraiment très, très touchée
de participer. Merci à toi et j'espère qu'en ayant cet épisode, on puisse semer des petites graines encore plus et notamment faire avancer les choses sur ce sujet qui mérite en tout cas. Merci Ariel, à bientôt. Merci infiniment à Ariel pour ce témoignage sincère et sans filtre. L'aversion à l'allaitement reste un sujet tabou alors qu'il touche pourtant de nombreuses mamans, en particulier pendant la grossesse. C'est important de rappeler que ce ressenti n'enlève rien à l'amour qu'on porte à son enfant, bien sûr. Ce n'est ni une faiblesse ni un échec, c'est un signal de notre corps, de notre mental qu'il faut écouter avec bienveillance. Si vous traversez vous aussi une période d'aversion, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en, entourez-vous, posez vos limites et surtout soyez douce avec vous-même, toujours. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.